Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour ce Meetup Green Tech 2023. Voilà, juste quelques mots d'introduction pour vous annoncer l'intervention de Monsieur Biwix et de Madame Diane Simu, que je remercie. Et voilà, je vous prie de venir sur l'estrade. Un grand merci d'être là. Bonjour à tous, merci beaucoup Jérémy pour cette introduction. Donc moi je suis Diane Simu, je suis directrice du climat au ministère de la transition énergétique et de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et j'ai le plaisir d'accueillir le grand témoin de cette édition 2023 du Meetup Green Tech, Philippe Biwix. Philippe Biwix, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes ingénieur, vous êtes directeur général d'une filiale de la SNCF qui s'appelle l'AREP, Recherche, Engagement Post-Carbone. Vous nous en direz quelques mots tout à l'heure. Et puis, vous êtes penseur, spécialiste des questions de transition écologique et vous sensibilisez aux limites du paradigme de l'innovation toute puissante. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'avant qu'on plonge dans les tables rondes de la matinée, ce que je souhaiterais vous proposer, c'est de prendre un petit peu de hauteur et de réfléchir avec notre invité à la place de l'innovation dans la transition écologique, ce que nous pouvons, ce que nous devons faire individuellement, collectivement, pour innover de manière responsable. Alors, je pense que nous tous ici, on est convaincus que l'innovation, que l'entrepreneuriat ont un rôle clé à jouer dans la réponse aux crises écologiques que nous connaissons. Parce que sinon, on ne serait pas là. Et c'est l'objet même du programme Green Tech, que de maximiser la portée de l'impact de la Green Tech française pour répondre à ces crises et trouver de nouvelles solutions. Mais je pense que même entre nous, on n'est pas forcément tous d'accord sur la place relative de l'innovation dans l'ensemble des solutions. Et puis, cette différence, elle est encore plus large dans la société. On voit bien qu'il y a un écart entre le techno-solutionnisme BA à une extrémité du spectre et puis le scepticisme le plus total de l'autre. Et donc, Philippe Biwix, vous avez travaillé et vous avez théorisé ce que vous appelez le techno-discernement. Vous avez travaillé sur le rôle, le potentiel de l'innovation et puis les modalités de sa contribution à la transition écologique. Et vous faites la promotion d'une approche sobre et frugale à la conception de produits et de services innovants. Alors moi, je voudrais commencer par une question assez générale. Là, vous êtes face à une assemblée de start-up, de chercheurs, d'investisseurs, de manière générale de décideurs publics et privés qui sont tous absolument convaincus du rôle central de l'innovation dans la résolution des crises environnementales. Qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Alors, ça fait une quinzaine d'années que je réfléchis à ces sujets de transition et avec un angle que je vais vous réexposer. Donc, j'ai fait de nombreux auditoires très hostiles a priori pour délivrer des horreurs pendant une dizaine d'années. Donc, je suis très entraîné. Donc, j'ai pas du tout de problème à venir parler de techno-discernement dans un temple un petit peu de la high-tech et de l'innovation. En fait, moi, je suis ingénieur, vous l'avez dit, donc moi aussi, je suis fasciné par toute une série de progrès technologiques, d'innovation, d'invention, de développement. On est toujours bluffé. Après, moi, je suis toujours un peu bluffé dans la manière dont on utilise une partie de cette puissance d'innovation de l'humanité. Mais moi, je ne sais pas si est-ce que l'innovation et l'innovation technique en particulier va jouer un rôle central ou va jouer un rôle tout court. Donc va jouer un rôle, ça me paraît certain, mais ce qui moi me rend un petit peu sceptique sur la capacité finalement de transformation de nos sociétés humaines
grâce finalement à de la tech. Alors ça peut être de la tech très lourde ou très légère. Lourde au sens, voilà, on va mettre des électrolyseurs, on va transformer électrifier tout notre parc, on va faire des smart buildings, on va avoir de l'IA qui va nous aider à nous donner des conseils de consommation, voire même d'équilibrer entre producteurs et consommateurs, etc. Mais il y en a un sujet quand même, c'est que tout ça s'inscrit dans une logique systémique. Et qu'on a toute une série de problématiques autour de nous, en particulier la question des ressources, la question de la biodiversité aussi, de l'artificialisation des sols, qui risque un peu de nous rattraper. Et moi, c'est par cet angle-là que je suis rentré il y a une quinzaine d'années, cet angle des ressources, en particulier des ressources métalliques, ce qu'on appelle les ressources non renouvelables, des choses finalement, un stock certes immense, il y en a beaucoup à disposition, on peut accélérer d'ailleurs l'extraction, c'est ce qu'on fait, on va extraire dans les 20-30 prochaines années plus pour chacun des 60 métaux que pendant toute l'histoire de l'humanité cumulée jusqu'à présent, donc c'est quand même assez impressionnant, ça s'appelle une courbe exponentielle. On voit des dégâts en face. Si vous allez regarder aujourd'hui à quoi ressemblent les mines de nickel d'Indonésie, qui nourrissent l'électrification, les batteries, etc., c'est quand même pas joli à voir. Donc la question c'est, est-ce qu'on va être en capacité qu'il y ait des belles innovations sur la table, qu'il y ait des belles idées, qu'il y ait des trucs en labo sur des paillasses aujourd'hui, c'est indéniable, mais est-ce qu'on va savoir aller chercher les ressources nécessaires? On est toujours un peu rattrapé par la question des ressources. Alors on peut toujours évidemment dire il n'y aura pas besoin de lithium pour les batteries, vous inquiétez pas, on va passer aux batteries au sodium, elles ont des inconvénients, elles sont un peu plus lourdes, un peu moins denses, mais ça va le faire. Oui, peut-être, mais à chaque fois il y a un bond comme ça en avant, mais cette question des ressources, elle est prégnante, et on s'est aperçu, je pense qu'il y a une dizaine d'années, on était un peu naïf sur le sujet. Aujourd'hui, la décennie 2010 et puis le début de la décennie 2020 nous l'a montré. Voilà, il y a quand même un problème de ressources. Toutes les grandes agences le mentionnent, toutes les grandes universités, les grandes think tanks, sur le fait que voilà, pour électrifier, pour passer aux énergies renouvelables, pour irriguer quelque part avec des datas, du numérique supplémentaire un petit peu partout, il va falloir aller piocher dans la croûte terrestre de manière accélérée sans vraiment savoir si le truc va boucler. Alors on pourrait se dire c'est pas grave, on va extraire une bonne fois pour toutes, et une fois qu'on aura suffisamment de batteries pour tout le monde, tout ira bien, et on fera de l'économie circulaire. Les métaux, ils ont l'avantage par rapport au plastique d'être recyclables presque à l'infini, sauf que malheureusement ça ne marche pas tout à fait comme ça, et que comme on mélange beaucoup nos produits, et en particulier dans les produits de l'électronique, et que ça va du smartphone jusqu'au data center, en passant par les réseaux, en passant par tout ça, et bien qu'en fait le recyclage est extrêmement mauvais, parce que on a beau avoir des ingénieurs incroyables, des techniciens incroyables, des entreprises incroyables, eh bien, les objets sont tellement mélangés, tellement miniaturisés en petite quantité. Voilà, c'est une quarantaine de métaux dans un smartphone et puis une soixantaine d'éléments chimiques. Et ben, en fait, quand ça arrive en fin de vie et qu'on n'a pas le temps de mettre quelqu'un avec un petit tournevis à bien tout trier, ça passe à la broyeuse. Et puis après, on récupère ce qu'on peut récupérer et on ne fait pas forcément des miracles. Donc aujourd'hui, juste pour vous donner un ordre de grandeur, la moitié des métaux, une soixantaine de métaux sont utilisés, la moitié, une trentaine, dont des métaux emblématiques, des high-tech, des nouvelles technologies qui servent à faire les écrans tactiles et compagnie, eh bien, sont recyclés à moins de 1% à l'échelle mondiale. Donc on a quand même du boulot avant de passer à l'économie circulaire. Et donc, si on enrichit trop nos vies, nos sociétés, nos villes, les objets du quotidien, parce qu'on trouverait que tout c'est formidable, on a un risque d'extraire de plus en plus vite des ressources plus rares et de savoir encore moins bien recycler qu'aujourd'hui. Voilà, en gros, c'est le premier sujet. Il y a un deuxième sujet, me semble-t-il, c'est sur le miracle technologique, c'est la question du déploiement, de la vitesse de déploiement à la bonne échelle. On voit bien qu'il y a des solutions qui, effectivement, sur le papier, sont très intéressantes. Je sais pas, je pense à l'articulation, par exemple, dans des smart cities, entre de la production photovoltaïque en courant continu, qui pourrait recharger des voitures au sous-sol, qui elles-mêmes se rechargeraient au moment du pic dans la journée, et puis rendraient au moment de l'hyperpointe un petit peu de leur batterie. On pourrait faire des choses incroyables, cette logique de véhicule to grid. Mais sauf qu'avant d'avoir toutes nos villes équipées et toutes nos voitures et tous les systèmes, et faire ça dans les 15 ou 20 prochaines années, il y a un problème il y a un problème d'inertie de l'existant, c'est-à-dire que finalement on a pris une mauvaise habitude, si je puis dire, avec Internet et toutes les applications mobiles, la téléphonie mobile, c'est qu'en 10 ans, on a effectivement répandu sur la planète un système supplémentaire
10-15 ans, on va dire, qui s'est vraiment installé sur d'autres macro-systèmes techniques qui étaient des macro-systèmes énergétiques, de transport, logistique, etc. Et on a rajouté ça et on s'est dit, bah voilà, en 10 ans finalement, entre le moment où je trouve la techno et le moment où tout est déployé, j'ai pas besoin de trop de temps, quoi. Sauf que malheureusement, quand on arrive sur des choses où il y a de l'existence, c'est pas un empilement supplémentaire de systèmes, mais il va falloir remplacer un système énergétique, il va falloir adapter nos villes, etc. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut faire avec l'existant. C'est pas juste qu'on rajoute un truc. Et donc, cette question-là, elle se pose aussi. Et puis, il y a une dernière question qui est la question de l'efficacité. Évidemment qu'on va avoir de l'innovation technologique qui va provoquer de l'efficacité. On va avoir des services, des produits, des process industriels qui consomment moins d'énergie, qui émettent moins de CO2, qui consomment moins de matière. C'est formidable et ça fait 2 siècles littéralement qu'on fait ça. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle n'est pas folle. Si elle peut consommer moins d'énergie et moins de matière pour produire le même produit ou le même service, elle va le faire. Ça s'appelle de la compétitivité par rapport aux concurrents. Donc toute l'innovation, elle est déjà depuis assez longtemps centrée sur ces questions d'efficacité. Sauf que cette efficacité technique, eh bien, elle ne se transcrit pas en une baisse de la facture environnementale. À cause du satané effet rebond, c'est un truc qui nous date du 19e siècle, ça a été découvert d'abord avec les machines à vapeur, avec un économiste qui s'appelle Stanley Jevons. Donc on avait une inquiétude sur le charbon anglais à l'époque, dans les années 1860. Bon, les économistes disaient c'est bon, les machines à vapeur elles vont consommer de moins en moins de charbon, hein, c'est l'innovation, c'est super, pour produire la même quantité de travail mécanique. Donc on va baisser la quantité de charbon qu'on consomme. Et Jevons, il a montré que non, ça ne marchait pas comme ça. Si les machines à vapeur consommaient moins de charbon, alors le travail mécanique était moins cher. S'il était moins cher, eh bien, il allait y avoir beaucoup plus de machines un peu partout parce qu'il y a une pertinence économique qui allait faire qu'il y aurait du remplacement et de l'installation dans les fabriques, dans les manufactures. Et cet effet rebond, il marche encore aujourd'hui. On a des motorisations de voitures qui sont incroyablement plus efficaces qu'il y a 40 ans, sauf que les voitures sont plus lourdes, sont plus puissantes, donc elles consomment toujours autant. Le covoiturage de longue distance, eh bien, ça n'a pas forcément fait baisser le nombre de voitures sur les routes. Ça a permis de faire Paris-Strasbourg pour 15 €. Donc je provoque de la demande supplémentaire grâce à une offre qui est techniquement et du coup économiquement plus efficace. Et donc comment est-ce qu'on fait pour... Alors il n'y a pas toujours de l'effet rebond hein. Dans le covoiturage du quotidien, par exemple c'est pour aller au travail, c'est pas parce que je trouve une solution de covoiturage que je vais décider d'aller plus au travail et d'aller bosser le samedi et le dimanche. Donc il y a des endroits où ça peut effectivement fonctionner sans effet rebond. Mais d'une manière générale, d'une manière un peu systémique encore une fois, globalement c'est un peu compliqué. Et donc pour moi l'innovation... Oui, on peut aller chercher de l'innovation technique, mais il faut toujours prendre en compte ces questions-là. Et donc finalement, l'innovation, elle va être aussi, et peut-être d'abord, je ne sais pas, sociale, sociétale, culturelle, organisationnelle. Alors pourquoi culturelle, sociétale ? C'est de se dire comment est-ce qu'on capture effectivement les gains d'efficacité technologique sans provoquer de l'effet rebond. Donc il y a des vraies questions là-dessus. Et puis organisationnelle, c'est aussi de dire que dans un certain nombre de cas, je ne sais pas, par exemple, on peut imaginer le retour, la généralisation de la consigne. Il y a quelques timides avancées là en ce moment là-dessus. Donc de dire on va réembouteiller, nettoyer, réembouteiller au lieu de jeter bêtement et d'économiser assez peu d'énergie d'ailleurs finalement quand on casse du verre et qu'on refait du verre. Eh bien, nettoyer une bouteille, il n'y a pas d'innovation technologique, quoi. On sait le faire depuis très très longtemps, même d'un point de vue un peu mécanique. Par contre, il faut mettre ensemble des gens, des logisticiens, des magasins, des clients, des transporteurs, pour organiser un petit peu tout ça. Et là, c'est vraiment de la logique organisationnelle et trouver des pertinences, des modèles économiques pertinents, bien plus que de la pure innovation techno. Et alors, donc, on a bien compris le risque dans l'innovation de déplacer le problème ailleurs ou de susciter un effet rebond. Vous êtes un promoteur de la low-tech. Quelle place vous pensez que ces technologies frugales ou sobres peuvent prendre dans la transition écologique ? Alors c'est vrai que du coup j'ai cet ouvrage qui s'appelle L'âge des low-tech et donc c'était un peu un pied de nez à la question high-tech et donc à où les high-tech pouvaient nous emmener potentiellement. Alors en fait pour moi les low-tech c'est très difficile de se dire c'est quoi une technologie sobre finalement parce que finalement on est toujours enchâssé dans un système technique, même un vélo qui a sans doute très très sobre d'un point de vue de consommation de ressources, de durabilité, etc. Mais finalement, c'est fabriqué avec de la métallurgie de pointe. Il faut vulcaniser du caoutchouc pour faire les pneus. Il faut des plaquettes de frein. On est toujours enchâssé dans un système.
Donc pour moi, les low-tech, c'est une démarche, en fait, c'est une question. C'est d'abord voilà, un questionnement qu'on peut appliquer un peu partout et un peu dans tous les secteurs. Et la première chose, c'est la question de la sobriété, justement. C'est de quoi on a réellement besoin, effectivement. Alors la sobriété, ça y est, elle s'est installée dans le débat public et même dans les politiques publiques, on pourrait dire. Et ça, je trouve ça vraiment une belle avancée, c'est extrêmement intéressant. On est en train de se rendre compte, justement, à cause de la question des ressources ou à cause de questions de déploiement industriel, que c'est à la fois incontournable et aussi un puissant levier. Voilà, je pense, voilà, encore une fois, on disait le déjà là tout à l'heure, si on voulait suivre, je sais qu'elle va être révisée, mais si on voulait suivre la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone sur la question de la rénovation thermique, il faudrait multiplier par 20 la vitesse à laquelle on rénove aujourd'hui les logements, les bâtiments publics, les bureaux. Donc comment est-ce qu'on va faire ça ? Il y a un puissant levier qui s'appelle la sobriété, c'est de dire à partir du moment où je baisse ma température de confort. Alors ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais on a commencé à le faire. On est passé de 21, 22, 23 degrés peut-être à 18, 19. Puis peut-être qu'en 2050, ça sera 16 degrés. Et ça n'empêchera pas d'écrire des très beaux livres et d'être très heureux. Donc c'est vraiment un puissant levier. Mais je pense qu'il y a quand même une question sur, encore une fois, comme tous ces mots polysémiques, qu'est-ce qu'on appelle la sobriété, quoi, on peut la comprendre de différentes manières. Ça peut être la sobriété presque un peu, on pourrait dire, austérité, qui est vraiment liée à des gestes personnels, familiaux. Voilà, c'est qu'est-ce que je fais moi, à combien je chauffe mon logement, est-ce que je prends mon vélo ou ma voiture, etc. Donc c'est qui demande un engagement assez fort par ailleurs. Ou est-ce qu'on va chercher aussi des dimensions bien plus systémiques, bien plus organisées de la sobriété ? Alors je vais prendre un ou deux exemples. Imaginez par exemple qu'on ait un seul réseau d'accès télécom au lieu d'en avoir 4. Voilà, aujourd'hui on a 4 opérateurs, on a organisé la concurrence, c'est très heureux de pouvoir passer d'un opérateur à l'autre, j'ai pas de problème avec ça. Mais moi, chez moi, j'ai pas 4 tuyaux d'eau, 4 câbles électriques ou 4 tuyaux de gaz qui rentrent pour organiser la concurrence, quoi. On a décidé qu'il y avait des réseaux qui étaient mutualisés et uniques. On pourrait avoir un réseau d'accès télécom unique, mutualisé, avec pourquoi pas des concessions concédées par région, je ne sais pas quoi. Ensuite, qu'il y ait une concurrence, tout le monde monte sur ce réseau de manière indifférenciée. Si vous faites ça, vous divisez par 2 la consommation énergétique des réseaux d'accès télécom en France. Alors c'est l'équivalent à peu près de la production d'un parc éolien offshore type Saint-Brieuc, quoi. Voilà, pour donner un ordre de grandeur. C'est quand même intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en systémique ? De dire on va vers un monde de la petite voiture et pas des grandes voitures. Donc ça c'est aussi une logique d'organisation par la puissance publique et de choses qui soient beaucoup plus qui aillent dans le sens d'une sobriété, mais qui ne dépend pas juste de chaque personne, mais qui soit vraiment quelle société on veut aller chercher. On pourrait parler d'aménagement du territoire aussi. Aujourd'hui, on sait que la métropolisation pose un certain nombre de problématiques. On a vu longtemps les métropoles comme des locomotives économiques et créatrices d'emplois, etc. Et c'était un peu la creative city, voilà, c'est cette logique-là. Et aujourd'hui, on se rend compte que non, les métropoles, elles saturent, elles trouvent plus de foncier accessible, il y a la zéro artificialisation qui s'installe. Aujourd'hui, on pourrait aller chercher des ressorts d'aménagement du territoire où on va d'aller réinvestir des échelles de villes moyennes, de petites villes, de villages, où on a beaucoup de logements vacants par ailleurs, donc c'est formidable, des mètres carrés déjà construits qu'on n'utilise pas, il n'y a pas plus sobre que ça, et aller vers une logique finalement de répartition des emplois, des services médicaux, des services culturels, etc., qui aille dans le sens d'une sorte de démobilité. C'est-à-dire, voilà, encore une fois, si on reste avec les mêmes niveaux de mobilité, voire avec des tendanciels d'augmentation encore du nombre de kilomètres, etc., eh bien, même en installant des logiques très, très efficaces, eh bien, on est rattrapé, encore une fois, par une trajectoire qui ne boucle pas, quoi. Alors les low-tech là-dedans, oui, j'en ai pas trop parlé, mais voilà, c'est de dire, une fois qu'on a quand même décidé de fabriquer des machines à laver, parce que voilà, mais comment on fait pour que ça soit elles soient le plus durable possible, qu'on rentre dans un monde de la réparation, de la réparabilité, dans un âge de la maintenance, dans un âge qui lutte contre finalement cette logique quand même qui reste assez forte de consommer jeter ou de remplacement, d'obsolescence marketing, d'obsolescence technique.
qui d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ne touche, me semble-t-il, que le grand public. Parce que finalement, dans les entreprises, dans les services aux entreprises, dans les machines-outils, dans la robotique, dans les usines, on est dans une logique de maintenance et de faire durer. Même un avion, pour prendre un exemple pas très écolo, c'est pas un truc qu'on jette tous les 10 ans parce que le moteur va plus, quoi. On le fait tenir plutôt 25, 30 ans et puis on remplace éventuellement les moteurs. Voilà. Pourquoi on n'arrive pas à faire des choses comme ça pour des objets du quotidien, pour des voitures, pour de l'outillage et c'est tout ça qu'il faut essayer de développer. C'est vrai que cette question de la sobriété, on voit, on travaille sur l'actualisation de la stratégie nationale bas carbone, et on voit bien, déjà, d'une part, on voit bien cette question du déplacement du problème, hein. Par exemple, le fait de passer des énergies thermiques fossiles aux énergies, à l'électricité et à la biomasse. On voit bien qu'il y a un risque de déplacement du problème et de bouclage pour est-ce qu'on aura suffisamment d'électricité, est-ce qu'on aura suffisamment de biomasse. Et puis on voit bien qu'on n'atteindra pas nos objectifs sans sobriété. On a vu que la sobriété, ça marche, hein. L'hiver dernier, on a quand même réduit de 12% la consommation d'électricité et de gaz, donc beaucoup plus rapidement que ce qu'on n'avait jamais fait, parce qu'il y a eu plein de raisons, mais notamment cette mobilisation générale. Et il faut qu'on aille beaucoup plus loin maintenant dans cette logique de sobriété, qui est certes une sobriété énergétique, mais aussi une sobriété en eau, sobriété matière, et puis avec ce sujet effectivement de l'obsolescence, de comment faire durer tous nos équipements, nos appareils, parce qu'il y a les émissions qu'on a chez nous, mais il y a les émissions qu'on importe de l'étranger. Et pour la France, c'est la moitié de notre empreinte carbone. Donc c'est vraiment un enjeu qui est essentiel. Et puis du coup, juste micro-rebond aussi sur cette question de réparabilité, justement, c'est que là encore, plus on enrichit nos objets, alors ils sont devenus très, très efficaces, hein. C'est vrai qu'une voiture, etc., ça tombe moins en panne qu'avant, un pneu, ça crève moins qu'avant, on ne voit pas les gens tellement en train de les changer sur les bords des routes, alors que peut-être il y a 30-40 ans, en même temps qu'on nettoyait le pare-brise, on changeait un pneu, mais il n'y a plus d'insectes et les pneus sont plus efficaces. Mais cette question de techno-discernement, de discernement technologique, de se dire mon Dieu, mais à chaque fois que je mets un affichage digital, à chaque fois que je mets un circuit électronique, finalement je vais extraire des choses de la croûte terrestre qui ont été concentrées par la planète et je vais les perdre pour toujours, car je ne saurais pas les recycler correctement, donc ils seront perdus définitivement pour le dentiste du 22e siècle. Et donc, où est-ce que j'utilise ces précieuses ressources ? C'est aussi une manière d'aller vers une plus grande réparabilité, parce qu'on sait que dès qu'on va toucher, dès qu'on va être plus électronique, plus complexe, c'est moins évident de réparer une machine à laver avec le réparateur du coin si c'est une pièce mécanique qui a cassé et qu'on recommande, ou s'il faut aller tester chacun des composants électroniques à l'intérieur. Donc il y a aussi moi je trouve que de se dire qu'il y a des choses dans lesquelles on doit continuer peut-être effectivement à enrichir technologiquement parce qu'il y a un vrai intérêt, une vraie pertinence, une logique de réseau, que c'est géré plutôt en B2B par des entreprises, et que par contre au niveau de ce qu'on peut acheter comme client un peu naïf et béotien, on ne va pas aller vers le distributeur de croquettes pour chat à reconnaissance faciale et le bikini connecté, hein, parce que c'est quand même des trucs qu'on peut acheter sur le site de Jeff Bezos. Et que non, au contraire, on va se dire, on va aller vers des objets finalement plus simples et qui font le job, si je puis dire. C'est vraiment c'est une dimension à la fois technique mais aussi culturelle, justement, parce que cette logique un peu du produit neuf, du truc génial, il y a des afficheurs dessus. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin du réfrigérateur qui fait ses courses sur Internet ? Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on nous bassine avec la domotique. Est-ce qu'elle va finir par arriver ou pas ? La question peut se poser, mais en tout cas, elle devrait se poser. On a parlé d'économie circulaire, on a parlé de réduire les émissions. On aura tout à l'heure des tables rondes sur la question de l'adaptation, sur la question de l'urbanisme face aux conditions extrêmes. Hein. L'actualité nous rappelle que c'est quelque chose auquel on est confronté aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire beaucoup parce que alors nous chez AREP, hein, on est pluridisciplinaire. On travaille d'abord à l'origine sur des objets des gares, mais à travers les gares, on travaille sur les questions évidemment de mobilité, d'intermodalité, sur les questions de territoire. Donc on travaille aussi à toutes les échelles, à la fois du design, du mobilier urbain jusqu'à l'urbanisme et les grands territoires, en passant par évidemment l'échelle des bâtiments. Et en étant particulièrement sur les questions de réhabilitation. Donc on est au croisement effectivement de ces enjeux d'urbanisme et de mobilité, ou de bâtiment et de mobilité,
Bon, ben voilà, qui sont les deux grands sujets, les deux grands émetteurs de gaz à effet de serre, les deux grands consommateurs de ressources. Alors on pourrait y rajouter un peu d'agriculture, un peu de numérique, voilà, on connaît à peu près le schéma, mais voilà, c'est les deux grands sujets. Et justement, je trouve que ces sujets sont incroyables parce que la ville de 2050, elle est déjà là. C'est pas la peine de fantasmer une ville incroyablement adaptée, je sais pas quoi. Il va falloir faire avec l'existant, et l'existant, il se transforme assez douloureusement et en site occupé, et voilà, et on fait pas tout à fait ce qu'on veut, et il faut du dialogue local, etc. Et donc, je trouve que cette question d'adaptation au changement climatique, alors moi, je trouve que là aussi, on est en train un peu d'évoluer. Je trouve qu'on a démarré un peu avec des puissances publiques qui étaient plutôt sur le mode oulala, les îlots de chaleur urbains, hein, c'était un peu le truc facile à essayer de traiter, voilà, parce que il va faire plus chaud, donc à ma place c'est trop minéral, plantons des arbres. Et on est en train de glisser vers quelque chose de plus sérieux, vraiment de résilience, et qui embarque beaucoup de choses. En fait, la résilience, c'est une résilience socio-économique, c'est très complexe. Et donc, voilà, il faut absolument travailler ces sujets, et on sait qu'on est dans du temps long. Et bon, moi, mon feeling, c'est qu'on construit trop aujourd'hui en France. Alors c'est un petit peu, évidemment, il y a plein de gens qui pourraient me dire, mais non, c'est le contraire, il faut un choc de l'offre, 500 000 logements par an, je sais pas quoi. Malheureusement, voilà, aujourd'hui, à chaque fois qu'on a un habitant supplémentaire, il y a une très légère croissance démographique en France, il faut mettre 2 logements en chantier, et on continue à dire qu'on manque, parce qu'on a un puissant phénomène de décohabitation, on est de moins en moins nombreux par logement, on sous-occupe de plus en plus nos logements, et puis on a la métropolisation qui fait qu'on construit d'un côté et qu'on vide de l'autre, ou même la mégapolisation si on parlait de la région parisienne. Et je pense qu'il y a un énorme travail à venir, qui à mon avis aiderait à reboucler justement cette année stratégie nationale bas carbone, sur la question territoriale, qui s'accroche très bien d'ailleurs aux questions d'agriculture, du fait qu'il faudra quand même, dans une agriculture plus respectueuse du vivant, un peu plus de monde, quoi qu'on en dise. Alors on peut se dire non, au contraire, ça sera que des robots, des herbeurs et des drones, mais moi je pense pas. Des questions de reterritorialisation de la production, etc. Et qu'on devrait aller chercher cette échelle du déjà là, et mettre vraiment le poids du corps et le poids des financements et le poids des moyens organisationnels et humains, hein, parce qu'en fait, voilà, pourquoi est-ce qu'on ne rénove pas 20 fois plus vite que ce qu'il faudrait? C'est pas juste parce qu'on n'a pas l'argent ou que les gens se décident pas, c'est aussi parce qu'on n'a pas forcément les moyens humains pour ça. Et bien, voilà, de se dire, réfléchissons à l'aménagement du territoire pour créer quelque part du mètre carré bien réel, mais qui est déjà là, réinvestissons-le, occupons mieux intensifiant les usages, nos besoins, et retrouvons une échelle différente de l'échelle de la métropole, et puis du gilet jaune à la campagne, quoi, hein, si je caricature un petit peu, ou en périurbain profond, pour créer cette démobilité et nous adapter également aux enjeux de changement climatique. Voilà. Et là, il y a un terrain de jeu immense. Et il faudrait qu'on aille de plus en plus s'occuper de cet existant, s'occuper de cette ville idéale qui est en réalité déjà là. Alors vous êtes en face d'une assemblée qui est certes très diverse, mais dont beaucoup ont quand même un profil qui est assez similaire au vôtre, donc formation scientifique, ingénieur. Vous écriviez en 2019 aux Rêveries, celle d'un ingénieur solitaire. Est-ce que vous avez constaté une évolution des pensées, des approches face au discours de l'innovation toute puissante? Bah quand même, oui. Hein, je pense que les choses bougent un peu. Donc, la prise de conscience sur la question des ressources, alors qui nous a un petit peu, qui s'est un peu invité violemment sur la partie énergétique, mais qu'on a vu venir d'un petit peu plus loin sur la question des métaux du numérique, des métaux des batteries, des métaux d'un certain nombre de filières en Europe. La question de la sobriété, on le disait tout à l'heure, là quand même, hein, la sobriété, il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui en parlait à part quelques assos. Aujourd'hui, voilà, ça s'installe, et à nous tous collectivement d'investir ce mot et tout ce qui peut avoir de positif pour vraiment justement en faire un puissant levier. Mais je vois aussi d'autres choses passer, par exemple la question des mécanismes d'ajustement carbone aux frontières. Hein, cette idée que finalement on ne va pas pouvoir faire la transition à la même vitesse partout, tous ensemble, parce que voilà, c'est lent et c'est un processus semi-démocratique mondial pas facile à manier. Il y a une COP bientôt, voilà. Donc le fait de dire voilà, nous on veut aller un peu plus vite en Europe, et comment est-ce qu'on fait pour protéger finalement les entreprises, des process industriels, des process agricoles,
peut-être d'autres zones où on n'aura pas forcément les mêmes enjeux. Bon, il y a 10 ans de ça, parler de mécanismes d'ajustement aux frontières, enfin c'est de taxes aux frontières ou de systèmes de régulation aux frontières, c'était vouloir la guerre mondiale, quoi, hein. C'était le doux commerce de Montesquieu, il fallait ouvrir tout, c'était l'OMC, etc. On était dans une fin de vague on pourrait dire de mondialisation. Aujourd'hui, on se rend compte que le doux commerce n'a pas évité les guerres, loin de là, et que surtout, voilà, il faut trouver un moyen de se protéger. Donc moi je trouve que ça c'est vraiment intéressant parce que ça permet de faire bouger les règles du jeu localement. Alors est-ce que le localement ça peut être la région, le pays, l'Europe, enfin on peut emboîter les poupées russes et les différentes échelles, mais que ça là-dessus c'est en train de bouger et il y a une vraie reconnaissance sur les sujets de réindustrialisation aussi, du fait que voilà, finalement il y a des filières qui doivent être accompagnées, soutenues, protégées pour finalement gagner là aussi en résilience et accélérer la transition écologique, quoi. On est presque au bout de notre temps, mais je voudrais quand même vous donner l'opportunité de passer un dernier message à ceux qui sont là aujourd'hui. Alors c'est pas alors en 34 secondes. Ah non, on a même dépassé. C'est dans le sens, pardon, on n'est plus en chiffre négatif, on est en positif. Donc très vite. Non mais voilà, c'est juste de dire que c'est quoi la recette d'une transition réussie. On n'en sait trop rien. On verra, on va avancer. Lao Tse disait le chemin, c'est la cible, c'est le chemin. Enfin, où le chemin est plus important que la cible. Donc de toute manière, voilà, c'est pas en 2049, 31 décembre que tout va être génial. Ça va se faire dès maintenant et on va avancer là-dessus. Une transition réussie pour moi, c'est en fait un mélange d'évolution culturelle et personnelle dont on parlait tout à l'heure, voilà, parce que la prise de conscience, elle va continuer à monter, à s'amplifier. C'est aussi le rôle des entreprises, c'est certain, on ne fera pas ça sans les entreprises et sans les entrepreneurs. Alors moi, je ne suis pas juste start-up pour le plaisir, je pense qu'il y aura tout, là encore une fois, il y a de la start-up, la transformation de grandes entreprises existantes, de PME, voilà, tout va se passer. Et de rôle de la puissance publique qui ne doit pas se concentrer uniquement sur le fait d'aider, de subventionner, de mettre le pied à l'étrier de nouvelles idées sympathiques. Il n'y a pas de problème, ça il faut le faire, ça fait partie du panel de solutions, mais il faut aussi qu'on fasse évoluer profondément, puissamment, avec suffisamment de visibilité et de planification, les règles du jeu, les règles du jeu sur voilà, comment on compte les externalités négatives, comment on valorise la main-d'œuvre par rapport le travail humain quelque part par rapport au travail de la machine, voilà, réparer. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on répare pas les aspirateurs? Parce que ça coûte trop cher de réparer un aspirateur par rapport au fait d'en acheter un neuf, tout simplement. C'est pas parce qu'on n'a pas les pièces détachées ou je sais pas quoi. Donc c'est une histoire de voilà, on a assis toute la politique publique sur le travail humain. Voilà, c'est les cotisations salaires et tout ça. Est-ce qu'on fait glisser ça un jour vers de la fiscalité carbone et tout, voilà, ce genre de choses là. Donc les règles du jeu doivent bouger. Et ça ne marchera, voilà, et tout ça emboîté dans un système mondial qui est quand même un peu, voilà, le 21e siècle promet d'être aussi compliqué que le 20e, ou pas loin. Voilà, c'est la seule solution, c'est d'essayer, mais si on n'a pas ces trois composantes-là, ça sera compliqué. Et donc, peut-être voilà, un dernier message, je ne sais pas si c'est positif ou pas, mais voilà, on pourrait dire d'opiniâtreté ou ténacité, voilà, c'est-à-dire que voilà, vous êtes tous embarqués dans des idées que vous trouvez forcément géniales et tant mieux, c'est super et allez-y et avancez. Posez-vous ces questions peut-être un peu plus systémiques en disant est-ce que finalement je vais dans le bon sens, est-ce que je fais de la substitution, est-ce que je provoque de l'effet rebond, est-ce qu'il y a des effets pervers, est-ce que mon système il est déployable, comment voilà, et comment il s'inscrit dans le déjà là, pour pas fantasmer des choses. Voilà, moi il y a des choses où je vois passer des trucs aujourd'hui sur la capture du carbone, des choses comme ça qui sont un peu voilà, délirantes d'un point de vue de la capacité de mise en œuvre réelle industrielle. Donc c'est pas la peine de fantasmer trop fort sur ces idées-là. Et puis voilà, de se dire que ça sera pas facile parce que voilà, on vient dans un existant avec des règles du jeu qui sont pas forcément encore complètement adaptées aux solutions les plus écolos, aux solutions intenses en main-d'œuvre, en travail humain, en esprit humain. Ça va venir, mais du coup, entre-temps, il faut tenir bon, faire preuve de ténacité, avancer. Et puis, voilà, il faut mettre beaucoup d'enthousiasme, évidemment, dans tout ça, parce que si ça crée un petit peu de bonheur et de plaisir au passage, à la fois pour les utilisateurs, les clients, les citoyens et vous-même, ça ne fera pas de mal. Merci beaucoup, c'est vraiment très éclairant. Alors pour moi, en tant qu'élaboratrice de politique publique, et puis je pense pour nous tous ici. Donc merci beaucoup pour ce message de ténacité,
d'opiniâtreté, de tenir bon, et puis aussi de plaisir et de bonheur. Donc merci beaucoup Philippe Biwix. Merci Diane. Jérémy, on te rend la parole. Un grand merci à tous les deux pour cet échange extrêmement éclairant et inspirant. Alors, petite mise à jour du programme, c'est les charmes du direct. Donc, le commissaire général au développement durable, M. Thomas Le Sueur, a un impératif qui l'empêche de tenir sa keynote. Mais voilà, ça vous permet juste d'avoir un petit peu plus de temps pour aller remonter, aller examiner justement les différents stands qui sont exposés juste au-dessus. Et reprise donc de la table ronde, de la prochaine table ronde à 11h15, sous le titre Les territoires européens s'engagent. C'est un événement un peu exceptionnel, donc je vous invite à revenir vraiment à 11h15 parce que je pense que ça peut beaucoup vous intéresser. Un grand merci, à tout à l'heure.